Papa, c'est ma maman, dit la petite fille en apercevant une femme sans abri dans la rue. Quand le milliardaire voit la femme, il n'en croit pas ses yeux. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ellis Thompson fixait les chiffres sur son écran d'ordinateur jusqu'à ce qu'il se brouille. 15 feuilles de calcul ouvertes, 3 rapports à terminer et une montagne de mails sans réponse. C'était sa routine depuis 18 mois. L'horloge murale indiquait 15h42, bien plus tôt qu'il ne levait habituellement les yeux de son travail. Un son léger parvint du couloir, Junie, qui traînait ses crayons de cire sur du papier en fredonnant doucement pour elle-même. Ellis posa ses doigts sur le clavier, hésitant. Il devait finir le rapport avant 17h, le client attendait, l'entreprise en avait besoin, les factures ne s'arrêteraient pas. Mais quelque chose dans cette chanson d'enfant le toucha comme cela n'était pas arrivé depuis très longtemps. Sans une seconde d'hésitation, Ellis ferma son ordinateur portable et se leva de sa chaise, sentant les muscles de son dos protester après des heures passées dans la même position. Il traversa le couloir étroit de l'appartement, où les murs portaient encore des photos qu'il n'avait pas le cœur de décrocher, mais qu'il ne pouvait pas non plus se résoudre à regarder directement. Junie était sur le tapis du salon, entourée de papier coloré, ses cheveux bruns tombant sur son visage en une cascade désordonnée que personne n'avait peignée ce matin-là. Elle leva les yeux quand elle sentit sa présence. « Tu as fini de travailler, papa ?» demanda-t-elle, la surprise évidente dans sa voix. La question le frappa comme un coup silencieux. Depuis quand était-il devenu si inhabituel qu'il apparaisse dans le salon avant le crépuscule? La culpabilité s'installa sur ses épaules comme un manteau bien trop lourd. « Je pensais prendre le reste de l'après-midi », répondit Ellis, essayant de paraître décontractée. Ses yeux tombèrent sur le dessin qu'elle était en train de faire. 3 bonshommes allumettes, un grand homme, une femme aux cheveux longs et une petite fille au milieu, se tenant tous la main. Il détourna rapidement le regard. « Tu veux qu'on aille manger un morceau d'or ?» Le visage de Junie se transforma instantanément. Ses yeux, si semblables à ceux de sa mère, s'écarquillèrent d'une excitation presque incontrôlable. Elle laissa tomber son crayon comme s'il était en feu. Dans un vrai restaurant? Pas juste commander à manger au téléphone? Son excitation était presque douloureuse à voir. Ellis réalisa depuis combien de temps ils n'avaient rien fait de normal ensemble. Depuis l'accident, sa vie était devenue une boucle sans fin. Travail, appartement, encore plus de travail. Il était plus facile de s'enfouir dans les feuilles de calcul que d'affronter l'absence de Wheeler dans chaque recoin de la maison, plus facile de ramener de la nourriture dans des boîtes que de s'asseoir à une table où quelqu'un manquerait toujours. Oui, un vrai restaurant, confirma Ellis en forçant un sourire. Que dirais-tu de cet endroit avec les milkshakes à la fraise que tu aimais tant? Junie s'envola pratiquement du sol, abandonnant ses dessins et ses crayons. Je peux mettre ma robe bleue? Maman disait toujours qu'elle allait avec mes yeux. Ellis sentit le pincement familier dans sa poitrine, cette douleur aiguë qui survenait chaque fois que Wheeler était mentionné. 18 mois ne l'avaient pas atténué d'un iota. Bien sûr, réussit-il à dire. Je t'attends ici dans 10 minutes. Alors que Junie courait vers sa chambre, Ellis resta dans le salon, fixant le dessin abandonné sur le tapis. Une famille complète, comme il ne l'avait pas été depuis très, très longtemps. Le Mélès dîner n'avait pas du tout changé. Les mêmes tables en formica, les mêmes banquettes en cuir rouge usé, la même odeur de frites et de café fraîchement moulu. Ellis n'y avait pas mis les pieds depuis avant. C'était l'endroit préféré de Wheeler pour les déjeuners du dimanche. La douleur familière revint, mais Ellis la repoussa, se concentrant sur le visage illuminé de Junie. « On peut s'asseoir près de la fenêtre, s'il te plaît ?» Elle rebondissait à côté de lui, sa robe bleue tourbillonnant avec ses mouvements. Pour une fillette de seulement 8 ans, Junie portait une ombre dans ses yeux qui n'aurait pas dû s'y trouver, mais aujourd'hui, cette ombre était temporairement chassée par l'excitation. « Bien sûr qu'on peut. » La serveuse les conduisit à une banquette près de la grande fenêtre. Ellis la reconnut. Martha, la même qui apportait des sucettes supplémentaires pour Junie quand ils venaient en famille. Elle leur sourit avec un mélange de joie et de pitié mal dissimulée. « Ça fait longtemps, Ellis. Et regarde comme la petite Junie a grandi. » Junie sourit, montrant un trou là où une dent de lait était récemment tombée. Une étape que Wheeler ne verrait jamais. « J'ai perdu une dent la semaine dernière, » annonça-t-elle fièrement. « Waouh, ça mérite un milkshake extra large, tu ne crois pas ?» Martha lui fit un clin d'œil en leur tendant les menus. « Comme d'habitude pour vous deux ?» Ellis fut surpris qu'elle s'en souvienne après tout ce temps. « Oui, s'il vous plaît. »
Quand Martha s'éloigna, Junie ouvrit quand même le menu, regardant les photos colorées des plats comme si elle voyait un trésor. « Tu sais qu'on a déjà commandé, n'est-ce pas ?» demanda Ellis, la regardant avec une douceur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Je sais, j'aime juste regarder les images. » Elle tourna la page, pointant du doigt un Cinda géant. « Maman disait toujours qu'on commanderait celui-là un jour, mais seulement quand je serais assez grande pour aider à le finir. » Ellis déglutit difficilement. Wheeler avait des promesses comme ça, de petits jalons pour un futur qui n'arriverait jamais. Un jour, ils iraient camper, un jour, ils visiteraient Disney, un jour. Peut-être qu'on pourra le commander la prochaine fois, proposa-t-il, se surprenant lui-même. Il y avait une prochaine fois dans cette promesse, quelque chose qu'il ne s'était pas autorisé à penser depuis des mois. Les yeux de Junie s'illuminèrent. Elle posa le menu et commença à lui raconter l'école, les mots s'écoulant dans un flot rapide et excité, comme si elle avait des mois de conversation emmagasinés en elle. Ellis réalisa tout ce qu'il avait manqué en se repliant sur lui-même, combien de la vie de sa fille se déroulait sans qu'il ne le remarque vraiment. La nourriture arriva, des hamburgers, des frites croustillantes et 2 milkshakes à la fraise, un normal et un extra large pour la courageuse jeune demoiselle, comme l'annonça Martha. Junie se jeta sur son plat avec l'enthousiasme typique de son âge, du ketchup maculant le coin de sa bouche. Pour la première fois depuis longtemps, Ellis se sentit vraiment présent, ne pensant pas au travail, ne ressassant pas les souvenirs, mais simplement là, à ce moment précis, avec sa fille. C'était un sentiment étrangement nouveau et ancien à la fois. C'est à Mirpa que l'ambiance changea. Junie venait de finir de raconter une histoire drôle sur son professeur de sciences quand soudain, son regard tomba sur le siège vide à côté d'eux, où Wheeler avait l'habitude de s'asseoir. « Papa, maman me manque tellement. » Sa voix était basse, lourde d'une tristesse trop grande pour ses petites épaules. « J'aimerais qu'elle soit là avec nous. » Ellis sentit son propre cœur se serrer. Il tendit la main et recouvrit la petite main de Junie de la sienne. Son sourire était triste, mais il y avait une véritable tentative de réconfort. « Elle me manque aussi, ma chérie. » Que pouvait-il dire d'autre? Qu'il se réveillait encore parfois au milieu de la nuit en croyant qu'elle dormirait à ses côtés? Qu'il évitait certaines rues de la ville parce que les souvenirs y étaient insupportables? Qu'il y avait des nuits où son absence était si palpable qu'il pouvait à peine respirer? Au lieu de cela, il serra doucement la main de sa fille. Elle méritait plus qu'un père qui se cachait derrière son travail. La prise de conscience le frappa durement. Il avait manqué non seulement à la mémoire de Wheeler, mais aussi à la fille qui était encore là, qui avait besoin de lui. Et, dit Ellis, essayant d'adoucir le moment, je crois que Martha a mis un supplément de caramel sur ton milkshake. Ça marcha. Le sourire revint sur le visage de Junie, bien qu'un peu plus discret. Ils finirent leur repas en parlant de choses légères, le livre qu'elle lisait, le nouveau jeu qu'elle voulait, des plans pour le week-end que, pour la première fois depuis longtemps, Ellis envisageait réellement de passer avec elle. Le soleil de l'après-midi commençait à se coucher lorsqu'ils quittèrent le restaurant, peignant le ciel de teintes orangées qui se reflétaient sur les vitres des bâtiments. L'air était chaud et agréable, avec une légère brise qui faisait bruisser la robe bleue de Junie. Ellis fut surpris de se sentir plus léger. Pas heureux, le bonheur semblait encore un concept trop lointain, mais moins submergé par le deuil qui avait été son compagnon constant. Junie marchait à ses côtés, lui tenant la main, lui parlant d'un projet de science qu'elle prévoyait. « Je vais construire un volcan, mais je ne veux pas le faire comme tout le monde, tu sais. La maîtresse a dit qu'on pouvait être créatif. »« Et qu'est-ce que tu as en tête ?» demanda Ellis, sincèrement intéressé. « Je pensais faire le volcan transparent, pour que les gens puissent voir ce qui se passe à l'intérieur. Maman disait toujours que c'était important de voir comment les choses fonctionnent. » Elle sautillait à côté de lui, excitée par son idée. Ellis sourit, se souvenant comment Wheeler démontait tout. Les télécommandes, les horloges, même le mixeur une fois. Tu tiens ta curiosité d'elle, sans aucun doute. Il marchait dans une rue commerçante tranquille, des vitrines colorées d'un côté, des voitures garées de l'autre. À quelques rues de la maison, un chemin qu'ils n'avaient pas emprunté ensemble depuis très longtemps. Ellis pouvait presque sentir la présence de Wheeler là, dans les endroits qu'ils fréquentaient en famille. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Junie s'arrêta si brusquement qu'Ellis faillit trébucher sur elle. Son petit corps se raidit, ses yeux fixés sur quelque chose de l'autre côté de la rue. Pendant une seconde, Ellis pensa qu'elle avait vu un chien ou une vitrine intéressante. Puis il vit son expression. Le visage de Junie s'était transformé en un masque de choc et d'incrédulité. Ses yeux s'écarquillèrent,
brillant d'une émotion si intense qu'il semblait impossible que son petit corps puisse la contenir. Sa bouche s'entr'ouvrit, tremblante. « Papa, c'est ma maman. » Les mots frappèrent Ellis comme un coup de poing. Il suivit le regard de sa fille, son corps se tournant lentement, la confusion et l'alarme se mélangeant dans son esprit. De l'autre côté de la rue, assise sur le trottoir contre un mur couvert de graffitis, se trouvait une femme. Des cheveux sombres et emmêlés tombaient sur un visage mince et sale. Des vêtements usés et déchirés pendaient sur sa silhouette frêle. Elle fixait le sol, les bras enroulés autour de ses genoux, l'image parfaite de la désolation. Le premier instinct d'Ellis fut l'irritation. Comment Junie pouvait-elle confondre une étrangère, probablement une sans-abri, avec sa mère? Il était sur le point de lui expliquer gentiment l'erreur quand quelque chose l'arrêta. Son profil. La courbe de son cou. La façon dont elle tenait ses genoux. Le monde autour d'Ellis sembla ralentir. Les bruits de la ville, les klaxons, les conversations, les pas, tout s'estompa en un bourdonnement lointain et étouffé. Son cœur se mit à battre si fort qu'il pouvait sentir le pouls dans ses oreilles. Impossible. C'était impossible. Et pourtant, Wheeler. Le nom s'échappa de ses lèvres avant qu'il ne puisse le retenir, un murmure rauque et incrédule. Comme si elle l'avait entendu, bien qu'il ait parlé bien trop bas, la femme releva la tête. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Ellis à travers la distance, à travers les voitures garées et les piétons qui passaient. Ses yeux, bleus comme un ciel d'été. Les mêmes yeux qu'Ellis connaissait mieux que les siens. Les mêmes qu'il avait vus pour la première fois 15 ans plus tôt dans une bibliothèque universitaire. Les mêmes qu'il avait regardés se fermer pour toujours sur une plaque froide dans une morgue. Pendant un instant fugace, quelque chose vacilla dans ce regard, un éclair de reconnaissance, peut-être de confusion, de peur. Ellis ne réalisa qu'il traversait la rue qu'au klaxon furieux d'une voiture qui faisait une embardée. Peu importait. Rien n'importait, sauf l'atteindre, la toucher, confirmer qu'il n'hallucinait pas. Wheeler, appelait-il de nouveau, s'approchant prudemment, comme si elle était une apparition qui pourrait se dissoudre dans l'air. « C'est moi, Ellis. » La femme se recroquevilla contre le mur, ses yeux maintenant grands de panique. Il y avait quelque chose de sauvage dans ce regard, quelque chose de blessé et d'effrayé. « Non. » La voix était rauque, différente de celle dont Ellis se souvenait. « Mais, vous vous trompez. Je m'appelle Anne. Anne, pas Wheeler. » Ellis sentit le monde tourner autour de lui, la réalité se déformant comme dans un cauchemar. C'était impossible. Wheeler était morte. Il avait été là, il avait identifié le corps, il avait accompagné le cercueil jusqu'au cimetière, il avait tenu sa main froide une dernière fois. Et pourtant, c'était elle. C'était elle, là, vivante, respirant, le regardant avec les yeux de Wheeler, même si elle ne le reconnaissait pas. « Maman !» La voix de Junie déchira l'air. Elle courait vers eux, sa robe bleue flottant, son visage un mélange de joie et de confusion. La panique s'empara de la femme. Dans un mouvement soudain et désespéré, elle se mit debout en chancelant légèrement. Ses yeux passèrent d'Ellis à Junie, écarquillés et déconcertés. Avant que quiconque puisse réagir, elle tourna les talons et détala sur le trottoir, se déplaçant avec une vitesse surprenante pour quelqu'un qui semblait si fragile. « Attendez !» cria Ellis, faisant quelques pas dans la direction où elle était partie. Mais la femme avait déjà disparu dans la foule de piétons, tournant à un coin de rue, ne laissant que le fantôme de sa présence et la certitude impossible dans le cœur d'Ellis. Junie attrapa sa main, les yeux remplis de larmes et de confusion. « Pourquoi maman s'est enfuie, papa? Pourquoi elle ne m'a pas reconnu ?» Ellis s'agenouilla à sa hauteur, tenant ses petites épaules, essayant de trouver des mots pour expliquer quelque chose qu'il ne comprenait pas lui-même. Comment pouvait-il dire à sa fille qu'il venait de voir un fantôme? Comment pouvait-il admettre que la femme qu'ils avaient tous les deux enterrée semblait être en vie, mais ne se souvenait pas d'eux? « Junie, commença Ellis, la voix défaillante. « Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais nous allons le découvrir, je te le promets. » Les yeux de Junie, si semblables à ceux de Wheeler, le fixèrent, pleins d'espoir et de peur. « C'était bien elle, n'est-ce pas? Je ne suis pas folle. »« Non, ma chérie, » répondit Ellis, sentant quelque chose se briser et se reconstruire en lui en même temps. « Tu n'es pas folle. » Elle lui ressemblait beaucoup. Il serra sa fille contre sa poitrine, la sentant trembler légèrement. Par-dessus l'épaule de Junie, Ellis fixa la direction où la femme avait disparu, son esprit s'emballant de possibilités impossibles. Si c'était vraiment Wheeler, comment pouvait-elle être en vie? Et si elle était en vie, pourquoi ne les reconnaissait-elle pas?
Pourquoi semblait-elle si effrayée, si perdue? À ce moment-là, tenant sa fille sur un trottoir bondé par un après-midi ordinaire, Élise sut que sa vie avait changé pour toujours, une fois de plus. Le deuil qu'il avait porté pendant 18 mois se transformait maintenant en quelque chose de différent. Une quête, une mission, un espoir désespéré. Sa femme décédée venait de s'enfuir, et Élise ne connaîtrait aucun repos tant qu'il ne l'aurait pas retrouvée et n'aurait pas découvert la vérité derrière ses yeux effrayés. Élise ne dormit pas cette nuit-là. Comment aurait-il pu? Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait son visage, sale, effrayé, mais sans conteste celui de la femme qu'il avait enterrée 18 mois auparavant. La femme qui, selon chaque document officiel, chaque certificat médical, chaque réalité logique, était censée être morte. Il passa des heures sur Internet, cherchant des cas de personnes déclarées mortes à tort. Il trouva des histoires bizarres, des patients se réveillant sur des tables d'autopsie, des victimes d'accidents réapparaissant des années plus tard sans mémoire. Mais rien qui n'expliquait comment Wheeler pouvait être en vie alors qu'il avait lui-même identifié son corps. Où avait-il identifié la mauvaise personne? La question le tourmentait. L'accident avait été grave, le corps était? Élise ferma les yeux, repoussant le souvenir. Non, c'était bien elle qui l'avait vu à la morgue. Il en était sûr, presque sûr. Quand le premier rayon de soleil perça à travers la fenêtre, Élise était déjà debout, déterminée. Il ouvrit le tiroir de sa table de chevet et en sortit une enveloppe jaunie qu'il n'avait pas touchée depuis des mois. À l'intérieur, des dizaines de photos, portraits d'une vie qui s'était terminée brusquement. Les mains tremblantes, il en sélectionna une en particulier, lui et Wheeler, souriant sur leur Porsche, Junie encore bébé dans ses bras. Le dernier anniversaire qu'ils avaient célébré ensemble en famille. « Papa ?» La voix endormie de Junie venait de l'embrasure de la porte. Elle était en pyjama, les cheveux en désordre, les yeux encore gonflés de sommeil et des larmes de la veille. « Tu vas chercher maman aujourd'hui ?» Élise remit rapidement les autres photos dans l'enveloppe mais garda celle choisie à la main. « Je vais essayer, ma chérie. Je peux venir avec toi ?» Il y avait une supplique dans ses yeux qui faillit briser Élise. « Pas cette fois. » Il s'approcha d'elle, s'agenouillant à sa hauteur. « Je dois d'abord lui parler, pour lui expliquer certaines choses. Si tout se passe bien, je te promets que tu la verras bientôt. » Junie hocha la tête, essayant de paraître mature, mais sa lèvre inférieure tremblait légèrement. « Et si elle ne veut pas nous voir? Et si elle ne se souvient plus de nous pour toujours ?» Élise déglutit difficilement. La même question l'avait tourmentée toute la nuit. « On va prendre les choses une étape à la fois, d'accord? D'abord, il faut la retrouver. » La recherche commença tôt. Élise laissa Junie chez leur voisine, Madame Patel, une femme indienne âgée qui avait toujours été bonne avec eux. Des affaires urgentes au travail, fut l'excuse qu'il donna. Comment aurait-il pu expliquer la vérité? Comment dire qu'il cherchait une femme que tout le monde, y compris lui-même jusqu'à la veille, croyait morte? Il conduisit lentement dans les rues près de l'endroit où ils avaient vu Wheeler, scrutant les parkings, les ruelles, les parcs, les endroits où les sans-abri se réfugiaient souvent. À chaque visage inconnu, un mélange de soulagement et de déception. Il était près de midi quand Élise l'aperçut. Elle était assise sur un banc dans le petit parc de la ville, le regard dans le vide, portant les mêmes vêtements usés que la veille. Elle paraissait encore plus fragile à la lumière du jour. Élise gara la voiture et prit une profonde inspiration, le cœur battant à tout rompre. La photo dans la poche de sa chemise semblait peser une tonne. Il marcha lentement vers le banc, essayant de ne pas l'effrayer. Elle remarqua son approche quand il n'était plus qu'à quelques mètres, ses yeux s'écarquillant de reconnaissance et de peur. Un instant, Élise crut qu'elle allait encore s'enfuir. « S'il vous plaît, dit-il rapidement, levant les mains en un geste de paix. Je ne vais pas vous faire de mal. Je veux juste parler. » La femme ou Wheeler, Anne, qui qu'elle soit, hésita. Elle semblait prête à détaler à tout moment, mais quelque chose la retint assise. La curiosité, peut-être, ou l'épuisement. « Vous m'avez prise pour quelqu'un d'autre hier, » dit-elle, la voix basse et rauque. « Je vous ai déjà dit que je m'appelle Anne. » Élise hocha la tête, s'approchant lentement jusqu'à être à 2 pas du banc. « Je peux m'asseoir ?» Elle haussa les épaules, méfiante, mais ne refusa pas. Élise prit cela pour un oui et s'assit à l'autre bout du banc, maintenant une distance respectueuse. De près, la ressemblance était encore plus frappante. Malgré la saleté, les cheveux en désordre, les cernes profonds sous ses yeux, c'était Wheeler. Les mêmes yeux bleus intenses, la même forme de visage, la même petite cicatrice presque invisible au-dessus de son sourcil gauche,
résultat d'une chute de vélo à 12 ans, comme elle aimait toujours le raconter. « Pourquoi me regardez-vous comme ça » demanda-t-elle, mal à l'aise. Ellis cligna des yeux, réalisant qu'il la fixait. « Désolé. » Il hésita, choisissant ses mots avec soin. « C'est juste, vous ressemblez tellement à quelqu'un que je connaissais. » « Votre femme. » Ce n'était pas une question. La petite fille m'a appelé maman. Ellis hocha la tête, la gorge soudainement sèche. « Elle est décédée, n'est-ce pas ?» « C'est ce que je pensais, » répondit honnêtement Ellis. « Il y a eu un accident, il y a 18 mois. » La femme fronça les sourcils, traitant l'information. Un instant, quelque chose vacilla dans ses yeux, un éclair de reconnaissance, de douleur. « Je suis désolée, » dit-elle finalement, détournant le regard. « Mais je ne suis pas elle. Je ne vous connais pas, ni cet enfant. » Ellis prit une profonde inspiration. C'était maintenant ou jamais. Lentement, pour ne pas l'effrayer, il sortit la photographie de sa poche. « Je veux juste que vous voyiez ça. Après, si vous voulez que je parte, je partirai. » Il lui tendit la photo. Elle la prit avec hésitation, ses doigts tremblant légèrement. Ce qui se passa ensuite resterait gravé dans la mémoire d'Ellis pour toujours. Son visage se transforma en regardant l'image. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche forma un petit O de surprise. La couleur quitta ses joues. Sa main libre se leva lentement pour couvrir ses lèvres, comme pour étouffer un cri. « Faites-moi » Les mots sortirent dans un murmure à peine audible. Des larmes commencèrent à perler dans ses yeux, coulant silencieusement sur ses joues sales. « C'est moi, sur la photo. » Ellis sentit son propre cœur s'emballer. Il voulait la toucher, la tenir, mais il savait qu'il ne devait pas bouger. Ce moment était trop fragile. « Oui, » confirma-t-il doucement. « C'est toi. Wheeler Thompson. Ma femme. La mère de Junie. » Elle secoua la tête, confuse et effrayée, mais ne pouvait détacher ses yeux de la photographie. « Ça ne peut pas être ? Je ne me souviens pas. Je ne... » Ses mains tremblaient tellement que la photo faillit tomber. « Qui suis-je » La question était si simple et si dévastatrice qu'Ellis sentit ses propres yeux le brûler. « Tu t'appelles Wheeler. Wheeler Marie Thompson. Nous avons une fille de 8 ans, Junie P. Junie. Tu es architecte, tu étais architecte. On s'est rencontrés à l'université. Nous sommes mariés depuis 10 ans. » Chaque mot semblait la frapper comme un coup physique. Wheeler, car c'était elle, il n'y avait plus aucun doute, serra la photo contre sa poitrine, comme pour essayer de l'absorber. « Je ne me souviens pas, » murmura-t-elle, la voix étranglée. « Je ne me souviens de rien de tout ça. »« C'est bon, » dit Ellis, sa propre voix tremblante. « On va découvrir ce qui s'est passé. Ensemble. » Ils restèrent assis en silence pendant quelques minutes, le poids de la situation s'installant sur eux. Ellis regarda Wheeler fixer la photo à plusieurs reprises, touchant les visages imprimés sur le papier comme si elle pouvait en extraire des souvenirs par le contact. « Tu dois avoir faim, » dit-il finalement. « On pourrait prendre quelque chose à manger, si tu veux. Sans pression, juste pour parler. » Wheeler hésita, les yeux toujours fixés sur la photographie. Elle semblait mener une bataille interne. Finalement, elle fit un léger signe de tête. « D'accord. » Le petit café était presque vide à cette heure. Ellis choisit une table au fond, à l'abri des regards indiscrets. Wheeler s'assit raidement, regardant autour d'elle avec méfiance, comme un animal acculé cherchant une issue. Aucun d'eux ne parla pendant qu'ils attendaient. Le silence n'était pas exactement confortable, mais il y avait une compréhension mutuelle. Ils avaient tous les deux besoin de temps pour digérer ce qui se passait. Wheeler ne commanda qu'une soupe et un thé. Elle mangea lentement, méthodiquement, comme si elle n'était pas habituée à des repas complets. Ellis toucha à peine son sandwich, incapable d'avoir faim face à la situation surréaliste. « Depuis combien de temps » commença-t-elle, hésitante. « Depuis combien de temps pensiez-vous que j'étais morte » 18 mois. L'accident a eu lieu en janvier de l'année dernière. Wheeler fronça les sourcils, pensive. « Je ne me souviens de rien avant environ 16 mois. Je me suis réveillée dans un hôpital, dans une autre ville. Sans papier, sans souvenir. Les médecins ont dit que j'avais subi un traumatisme crânien. » Ellis sentit un frisson. La chronologie correspondait. Qu'est-il arrivé après ? Wheeler haussa les épaules, le regard lointain. L'hôpital m'a gardé quelques semaines. Personne ne me cherchait. Pas d'identité, pas d'assurance. J'ai fini à la rue. J'ai survécu.
Les gens ont commencé à m'appeler Anne, et j'ai pris le nom. C'était mieux que de ne pas en avoir du tout. La douleur dans sa voix était palpable. Ellis lutta contre l'envie de tendre la main et de prendre la sienne. Comment es-tu arrivé ici, dans cette ville? Je ne suis pas sûr. J'ai continué à bouger. Un endroit ressemble à un autre quand on vit comme ça. Elle marqua une pause, les yeux soudainement vifs. Comment puis-je être sûr que vous dites la vérité? Que je suis vraiment cette personne? La question était valide. Ellis réfléchit un instant. Il y a un moyen d'en être sûr. On peut aller à un hôpital, faire des tests, vérifier ton identité. J'ai tous tes documents, tes dossiers médicaux. Wheeler recula légèrement, appréhensive. Un hôpital? Juste pour un contrôle, l'assura Ellis. On peut découvrir ce qui t'est arrivé, pourquoi tu ne te souviens plus. Et peut-être qu'on pourra commencer à retrouver tes souvenirs. Elle regarda la photo, qu'elle n'avait pas lâchée depuis qu'Ellis la lui avait donnée. Et si je ne suis pas celle que vous pensez? Et si je suis juste quelqu'un qui lui ressemble beaucoup? Alors je m'excuserai pour le dérangement et je continuerai ma vie, répondit honnêtement Ellis. Mais ce n'est pas ce que vous croyez, n'est-ce pas? Vous avez senti quelque chose en voyant cette photo. Wheeler ne répondit pas tout de suite. Ses doigts traçaient le contour du visage sur l'image, son propre visage, souriant et en bonne santé. J'ai eu l'impression de regarder par une fenêtre dans la vie de quelqu'un d'autre. Une vie qui semble devoir être la mienne, mais que je ne peux pas atteindre. Elle leva les yeux, croisant son regard. Allons à l'hôpital. L'hôpital Merci Général était animé comme toujours. Ellis tint la porte pour Wheeler, qui entra avec hésitation, visiblement mal à l'aise avec les lumières vives et l'odeur d'antiseptique. Expliquer la situation à l'accueil fut compliqué. L'infirmière les regarda avec scepticisme alors qu'Ellis essayait de résumer l'impossible, que sa femme, officiellement morte depuis plus d'1 an, se tenait juste devant lui, vivante mais sans souvenir. Il fallut montrer sa carte d'identité, le certificat de décès de Wheeler et passer quelques appels avant qu'il ne soit conduit dans une salle d'examen. Le docteur Chen, un neurologue d'âge mûr aux yeux bienveillants et à l'expression sérieuse, écouta toute l'histoire sans interrompre. « C'est une situation extraordinaire », commenta-t-elle finalement, regardant d'Ellis à Wheeler. « Nous devrons faire quelques tests pour comprendre ce qui s'est passé. Un scanner, une IRM, des analyses de sang, et nous devrons vérifier votre identité avec certitude. » Wheeler hocha la tête en silence. Elle semblait plus petite, plus fragile sous les lumières de l'hôpital. Les heures suivantes furent un tourbillon de salles d'examen, de machines ronronnantes, d'aiguilles et de formulaires. Ellis attendit à l'extérieur pour la plupart des procédures, son esprit tourbillonnant de possibilités et de questions. Comment était-ce possible? Qui avait-il enterré, si ce n'était pas Wheeler? Comment avait-elle survécu à l'accident qui était censé l'avoir tuée? Et surtout, ses souvenirs pourraient-ils jamais revenir? Finalement, le docteur Chen les appela dans son bureau. Wheeler avait l'air épuisé, mais il y avait une nouvelle détermination dans ses yeux. Les résultats préliminaires sont intrigants, commença le médecin, ouvrant un dossier avec les scanners. Premièrement, les empreintes digitales le confirment. Il s'agit sans aucun doute de Wheeler Thompson. Ellis laissa échapper un souffle qu'il ne réalisait pas avoir retenu. Même s'il le savait déjà, la confirmation officielle était différente. Quant à son état médical, poursuivit le docteur Chen, il y a des preuves claires d'un ancien traumatisme crânien, cohérent avec la date de l'accident. Le scanner montre une cicatrisation sur le lobe temporal, une zone souvent associée à la mémoire. « C'est pour ça que je ne me souviens de rien ?» demanda Wheeler, la voix faible. « C'est cohérent avec un diagnostic d'amnésie rétrograde sévère, causé par un traumatisme. Essentiellement, votre esprit a bloqué tout ce qui a précédé le traumatisme, comme un mécanisme de protection. » Le médecin ajusta ses lunettes. « Ce qui m'intrigue, c'est comment vous avez été déclarée morte. Je vais devoir examiner les dossiers de l'accident. » Ellis sentit un frisson. « J'ai identifié le corps. C'était elle. Du moins, je le pensais. » Le docteur Chen le regarda avec sympathie. « Les accidents graves peuvent rendre l'identification difficile, monsieur Thompson. Et le choc émotionnel affecte notre jugement. » « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda Wheeler, serrant toujours la photo qu'Ellis lui avait donnée comme un talisman. « Je recommande vivement un suivi psychologique et neurologique régulier. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de dommages structurels permanents qui empêcheraient la récupération de la mémoire. »
Avec le temps, l'exposition à des environnements familiers et une thérapie appropriée, vous pourriez retrouver une partie ou même la totalité de vos souvenirs. Une partie, demanda Ellis, appréhensif. La mémoire est complexe, monsieur Thompson. Nous ne pouvons garantir une récupération complète. Mais il y a de bonnes chances, surtout avec le soutien de la famille. Famille. Le mot flottait entre eux, lourd de sens. Ellis pensa à Junie, qui attendait à la maison, anxieuse d'avoir des nouvelles. Combien de temps cela prendra-t-il ? Demanda Wheeler, la voix plus ferme maintenant. Impossible à prédire. Cela pourrait être progressif, de petits flashs au début, puis des souvenirs plus substantiels. Ou cela pourrait arriver d'un coup, déclenché par un stimulus spécifique. Le docteur Chen ferma le dossier. L'important maintenant est de ne pas forcer, de laisser les souvenirs revenir naturellement. Ellis hocha la tête, assimilant tout. Et la situation légale ? Elle est officiellement morte. Cela nécessitera une procédure judiciaire pour annuler la déclaration de décès. Je peux fournir toute la documentation médicale nécessaire. Quand ils quittèrent le bureau, Ellis et Wheeler s'arrêtèrent dans le couloir. La réalité de la situation s'imposait enfin. Elle était en vie. C'était vraiment elle. Mais elle ne se souvenait pas de lui, ni de Junie, ni de rien de sa vie antérieure. « Que veux-tu faire maintenant » demanda doucement Ellis. Wheeler regarda la photo dans ses mains, puis Ellis. « Je crois que je veux rencontrer ma fille. Correctement, cette fois. » Le trajet de retour se fit en silence. Ellis conduisait lentement, jetant de temps en temps un coup d'œil à ses côtés, comme s'il craignait que Wheeler ne disparaisse à tout moment. Elle regardait par la fenêtre, absorbant la ville qu'elle était censée reconnaître mais qui lui semblait étrangement nouvelle. « Junie attend », dit finalement Ellis alors qu'il se garait devant la maison. Elle est très excitée, mais aussi effrayée. Wheeler hocha la tête, une boule visible dans la gorge. « Je ne sais pas comment agir. Je ne sais pas comment être une mère. Personne ne s'attend à ce que tu le saches maintenant. Sois juste douce avec elle et avec toi-même. » La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'il n'atteigne le porche. Junie se tenait là, les yeux écarquillés, le corps raide d'anticipation. Quand elle vit Wheeler, son visage s'illumina d'un espoir si pur que c'en était douloureux à regarder. « Maman !» s'exclama-t-elle, faisant un pas en avant, mais s'arrêtant ensuite, incertaine. Wheeler se figea, regardant la petite fille qui était sa fille mais qui lui semblait une étrangère. Ellis posa une main douce sur son épaule, un geste de soutien silencieux. « Salut Junie !» réussit à dire Wheeler, la voix tremblante. Junie regarda de Wheeler à Ellis, la compréhension se faisant lentement jour sur son jeune visage. « Elle ne se souvient toujours pas de moi, n'est-ce pas, papa ?» La question était si directe, si pleine d'une maturité précoce qu'Ellis sentit son cœur se serrer. « Non, pas encore, mon amour, » répondit-il en s'accroupissant à sa hauteur. « Maman a eu un accident qui a affecté sa mémoire. Ça va prendre du temps pour qu'elle se souvienne de tout. Mais elle est là maintenant, et c'est ce qui compte. » Junie hocha la tête, assimilant l'information. Puis, à leur grande surprise à tous les deux, elle fit un petit pas en avant et tendit la main à Wheeler. « Ce n'est pas grave, on peut recommencer à zéro. Je m'appelle Junipé, mais tout le monde m'appelle Junie. J'ai 8 ans et demi et j'adore dessiner. » Wheeler regarda la petite main tendue, les yeux se remplissant de larmes. Lentement, elle tendit la sienne et la serra doucement. « C'est un plaisir de te rencontrer, Junie. Je suis... Wheeler. » Le nom semblait étrange sur ses lèvres, comme des vêtements qui n'étaient pas tout à fait à sa taille. Mais c'était un début. Ellis regarda la scène, ressentant un mélange complexe d'émotions, joie, peur, espoir, incertitude. Rien ne serait facile. La route à venir était semée d'embûches légales, médicales et émotionnelles. Mais Wheeler était en vie. Elle était à la maison. Et pour la première fois en 18 mois, l'avenir ne ressemblait pas à un vide infini. Le dimanche matin apporta une lumière dorée qui se déversait par les fenêtres des Thompson. Wheeler était assise dans la cuisine, une tasse de thé refroidissant entre ses mains, regardant le jardin à travers la porte vitrée. Cela faisait 4 jours qu'elle était revenue dans cette maison, dans cette vie dont elle ne se souvenait pas. 4 jours à marcher sur des œufs, faits de sourires prudents et de regards pleins d'espoir. Ellis était partie tôt faire des courses, la laissant seule avec Junie pour la première fois depuis leur retour de l'hôpital. La fillette dormait encore, offrant à Wheeler un moment de solitude pour rassembler ses pensées. La maison ne semblait plus aussi étrange que le premier jour. De petits détails commençaient à lui paraître familiers.
la façon dont le troisième tiroir de la cuisine coinçait toujours, le grincement spécifique de la cinquième marche, la manière dont la lumière du matin frappait ce coin précis de la table de la salle à manger. Wheeler entendit un bruit et leva les yeux pour voir Junie debout dans l'embrasure de la cuisine, encore en pyjama, les cheveux en bataille. La fillette semblait hésitante, comme si elle ne savait pas exactement comment se comporter maintenant qu'elles étaient seules. « Bonjour », dit doucement Wheeler. « Tu veux du jus ? Ellis, ton père en a laissé dans le frigo. » Junie hocha la tête, s'approchant lentement. Wheeler versa un verre et le posa sur la table. La fillette s'assit, buvant à petites gorgées tout en observant Wheeler par-dessus le bord de son verre. Le silence entre elles était délicat, rempli d'attentes non dites. Depuis le moment émouvant à la porte à leur arrivée, Junie avait gardé une certaine distance, comme si elle évaluait cette nouvelle version de sa mère, essayant de réconcilier la femme qu'elle connaissait avec l'étrangère qui prenait maintenant sa place. « Tu veux dessiner un peu ?» suggéra Wheeler, cherchant un moyen de se connecter. « J'ai vu que tu avais plein de crayons de couleur dans ta chambre. » Les yeux de Junie s'illuminèrent légèrement. « Tu veux dessiner avec moi ? » J'adorais. Quelques minutes plus tard, elles étaient installées à la table de la cuisine, du papier et des crayons de couleur étalés entre elles. Junie dessinait avec une concentration intense, la langue coincée entre les dents, tandis que Wheeler la regardait, fasciné par ce petit geste caractéristique. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda Wheeler après quelques minutes de silence confortable. « Notre jardin » répondit Junie sans lever les yeux. « C'est là où était la lavande. » Wheeler regarda le dessin coloré prendre forme sous les petites mains. Une maison simple avec un jardin vibrant autour, des fleurs de toutes les couleurs, des buissons verts et 3 bonshommes allumettes souriant au centre. « C'est très beau », commenta Wheeler sincèrement. « Tu dessines très bien pour ton âge. » Junie haussa les épaules, mais une légère rougeur colora ses joues. « Tu disais toujours que j'ai un regard d'artiste. » Il y eut un bref silence. La phrase flotta entre elles comme une bulle délicate, un fragment d'un passé dont seule l'une d'elles se souvenait. Wheeler commença son propre dessin, laissant sa main bouger librement sur le papier. Elle fut surprise de se retrouver à dessiner des fleurs de lavande. Elle reconnut la plante, sans savoir comment elle en connaissait la forme exacte des longues tiges et des petites fleurs groupées au sommet. Sans s'en rendre compte, elle se mit à fredonner doucement en dessinant, une mélodie dont elle ne connaissait pas l'origine, qui émergea spontanément comme de l'eau d'une source souterraine. Des notes douces et lentes, presque un murmure. Junie se figea, son crayon en suspens au-dessus du papier. Ses yeux s'écarquillèrent et elle se tourna lentement vers Wheeler. « C'est ma berceuse », dit-elle, la voix à peine un murmure. « Tu me la chantais tous les soirs. » Wheeler s'arrêta brusquement, surprise d'elle-même. « Je ne sais pas d'où ça vient. » Les deux se regardèrent, un moment de reconnaissance mutuelle suspendu entre elles. Quelque chose avait émergé des profondeurs de la mémoire de Wheeler, quelque chose que son cerveau conscient ne reconnaissait pas, mais dont ses cordes vocales se souvenaient. « Tu t'es souvenu », dit Junie, une étincelle d'espoir illuminant son visage. « Tu t'es souvenu de quelque chose à propos de moi. » L'espoir dans ses yeux était presque douloureux à voir. Wheeler n'était pas sûr si elle s'était vraiment souvenue ou si ce n'était qu'un réflexe musculaire, une mémoire stockée dans le corps et non dans l'esprit. Mais la joie fragile sur le visage de Junie était trop précieuse pour être détruite. « Peut-être », répondit-elle prudemment. « Je ne m'en souviens pas consciemment, mais quelque chose en moi semble le faire. »« Chante-la encore », demanda Junie, et pour la première fois depuis le retour de Wheeler, il y avait un ton suppliant et ouvert dans sa voix. Wheeler ferma les yeux et laissa la mélodie revenir, fredonnant doucement. Elle ne connaissait pas les paroles, s'il y en avait, mais la mélodie coulait naturellement, comme si ses cordes vocales connaissaient le chemin même si son cerveau l'ignorait. Quand elle ouvrit les yeux, elle vit que Junie s'était rapprochée, ses grands yeux fixés sur le visage de Wheeler, étudiant chaque détail comme pour y chercher des signes de la mère qu'elle avait connue. « Tu t'arrêtais toujours là », commenta Junie, une note de tristesse revenant dans sa voix. « Tu disais que tu avais oublié le reste des paroles. » Wheeler sourit, un vrai sourire qui la surprit elle-même. « Certaines choses ne changent pas, alors. » C'était un moment petit mais significatif, un pont fragile à travers le gouffre qui les séparait. Elles retournèrent à leur dessin, travaillant côte à côte dans un silence maintenant plus confortable. Wheeler remarqua comment Junie l'observait de temps en temps du coin de l'œil, comme pour vérifier si sa mère était toujours là, si le moment de connexion n'avait pas été que son imagination. « On peut aller dehors ?» demanda Junie après un moment. « Je veux te montrer où était la lavande que tu dessines. » « Bien sûr »,
accepta Wheeler, intrigué par le fait que son dessin semblait correspondre à quelque chose de réel. Elles sortirent dans le jardin, l'herbe encore humide de la rosée matinale. Le jardin était visiblement négligé, avec des parterres de fleurs vides et des plantes ayant besoin de soins. Mais il y avait toujours une beauté usée dans cet espace. La lavande de papa était tout ici, expliqua Junie en montrant une zone le long de la clôture. Tu l'as plantée quand j'étais petite, parce que je faisais des cauchemars. Tu disais que l'odeur chasserait les mauvais rêves. Wheeler s'approcha des parterres vides, s'accroupissant pour toucher la terre. Elle ferma les yeux, essayant de se connecter à l'espace, essayant de sentir si un souvenir ferait surface. C'est alors que c'est arrivé. Un flash, rapide et intense comme un éclair. Elle était dans ce même jardin. Le soleil de fin d'après-midi dorait sur les parterres de fleurs. Il y avait le son distinct du rire d'un enfant. Junie, plus jeune, courant avec un arrosoir trop grand pour ses petites mains. L'odeur de la lavande emplissait l'air, provenant de buissons en fleurs plantés le long de la clôture. Un sentiment de paix, d'appartenance, si profond qu'il en était douloureux. Et puis, aussi vite qu'elle était venue, la vision disparut, laissant Wheeler le souffle coupé, la main agrippant une poignée de terre. « Tu as vu quelque chose ?» demanda Junie, s'agenouillant à côté d'elle, le visage un mélange d'espoir et d'inquiétude. « Ton visage a changé. » Wheeler hocha la tête lentement, le cœur battant à tout rompre. « Je crois que oui. Je t'ai vu, ici, en train d'arroser les plantes. Il y avait de la lavande partout. C'était magnifique. » Le visage de Junie s'illumina comme un ciel nocturne soudainement rempli d'étoiles. C'était vrai. C'était un vrai jour. Tu me laissais aider même quand j'arrosais tout de travers et que je me trempais. La confirmation fit battre le cœur de Wheeler plus vite. Elle n'imaginait pas, c'était un vrai souvenir, un fragment authentique de son passé. Petit, mais à elle. Le docteur Chen a dit que ça pourrait arriver comme ça, commenta Wheeler, plus pour elle-même que pour Junie. De petits flashs d'abord. Ça veut dire que tu vas te souvenir de tout, demanda Junie, l'espoir évident dans sa voix. Tu te souviendras de moi ? La question, si directe et pleine de vulnérabilité, frappa Wheeler au centre de la poitrine. Junie avait perdu sa mère une fois, et maintenant elle vivait dans l'étrange limbe de l'avoir retrouvée physiquement, mais toujours émotionnellement absente à bien des égards. Je l'espère, répondit honnêtement Wheeler. Je ne peux pas le promettre, mais je vais essayer de toutes mes forces. Junie hocha la tête, assimilant la réponse. Puis, dans un geste qui surprit Wheeler, la fillette se pencha en avant et la serra dans ses bras, une étreinte rapide, hésitante, mais sincère. On va replanter la lavande, suggéra Junie en se détachant. Papa a dit qu'on pouvait aller à la jardinerie aujourd'hui. J'aimerais beaucoup ça, répondit Wheeler, touché par le geste. Alors qu'elle retournait vers la maison, Junie se mit à raconter des histoires sur le jardin. Comment elle aidait à planter des graines au printemps, comment ils y faisaient parfois des pique-niques le week-end, comment ils cueillaient des tomates fraîches en été. Wheeler écoutait, fasciné par ces aperçus de la vie qu'elle avait menée, de la mère qu'elle avait été. C'était étrange d'entendre parler d'elle-même comme si elle était quelqu'un d'autre, et pourtant, il y avait quelque chose de réconfortant dans la normalité de ses souvenirs, dans la routine familiale qu'il révélait. C'est alors qu'une autre image la frappa. Différente de la première. Sombre, effrayante. Le bruit de pneus crissant sur l'asphalte, du verre qui se brise. Un sentiment de panique suffocant, de peur absolue qui glaçait le sang dans ses veines. Ce n'était pas l'accident, du moins, ça n'en avait pas l'air. Il y avait quelque chose de plus. Quelqu'un. Un visage qu'elle ne parvenait pas à distinguer mais qui envoyait des vagues de terreur à travers son corps. Wheeler s'arrêta brusquement, le souffle coupé. Son cœur battait si fort qu'elle le sentait dans sa gorge. « Ça va ?» demanda Junie, alarmée, lui prenant la main. « Tu viens de devenir toute pâle. »« Je vais bien, » mentit Wheeler, forçant un sourire. Juste un peu étourdi. C'est peut-être le soleil. Junie l'étudia avec ses yeux trop intelligents pour son âge. Tu t'es souvenu de quelque chose de mauvais ? La perspicacité de l'enfant était déconcertante. Wheeler hésita, ne voulant pas lui mentir, mais ne voulant pas non plus l'effrayer. Je ne suis pas sûre, répondit-elle honnêtement. Parfois, des images confuses viennent, comme des morceaux d'un rêve qu'on n'arrive pas à reconstituer. Junie hocha la tête, sage. Papa fait des cauchemars parfois. Il crie ton nom. L'information frappa Wheeler comme un coup de poing dans le ventre. La douleur de cet homme, appelant dans le noir une femme qu'il croyait morte. C'était presque insupportable à imaginer. Il va mieux maintenant que tu es de retour,
ajouta rapidement Junie, comme si elle sentait qu'elle avait dit quelque chose de troublant. Il sourit plus. Wheeler ne savait pas quoi répondre. La responsabilité lui semblait immense, non seulement de retrouver sa propre identité, mais aussi de guérir les blessures que son absence avait laissées dans cette famille. Le bruit d'une voiture se garant interrompit le moment. Ellis était rentrée avec les courses. « Allons aider ton père avec les sacs », suggéra Wheeler, reconnaissante pour la distraction. En déchargeant la voiture, Wheeler observa Ellis et Junie interagir, les petites blagues complices, la façon dont ils se déplaçaient l'un autour de l'autre avec une familiarité développée pendant les mois où elle était partie. Il y avait toute une vie qui avait continué sans elle, s'adaptant à son absence. « J'ai trouvé ces plants de lavande au marché fermier », mentionna Ellis, tendant à Wheeler un petit pot avec des plantes violettes. « Je pensais que peut-être, enfin, je me suis souvenu que tu aimais toujours ça. » Le geste la toucha profondément. Il ne la poussait pas, n'exigeait pas qu'elle se souvienne, offrait juste de petits ponts vers le passé, la laissant les traverser à son propre rythme. « Merci, » répondit Wheeler, sentant une boule dans sa gorge. Junie était justement en train de me montrer où étaient les anciennes. Ellis sourit, un vrai sourire qui illumina son visage fatigué. « Alors, vous deux, vous avez passé une bonne matinée. »« La meilleure », s'exclama Junie, rebondissant presque autour d'eux. « Maman s'est souvenue du jardin, et elle a chanté ma chanson sans même savoir que c'était ma chanson. » L'utilisation du mot « maman » ne passa pas inaperçue pour Wheeler. C'était la première fois depuis son retour que Junie l'appelait ainsi directement, pas seulement en parlant d'elle à Ellis. « C'est merveilleux, » répondit Ellis, son regard croisant celui de Wheeler par-dessus la tête de Junie, une question silencieuse. Wheeler hocha légèrement la tête. « Ce n'était que des flashs, mais, oui, quelque chose revient. » L'espoir sur son visage était presque aussi douloureux à voir que celui de Junie. Ces deux personnes avaient tant perdu, et maintenant elles s'accrochaient à n'importe quel fragment de mémoire comme des naufragés à des débris. Après le déjeuner, ils allèrent tous les trois dans le jardin pour planter les plants de lavande. C'était une journée claire et douce, parfaite pour travailler dehors. Ellis sortit des outils de jardinage et Junie enfila un petit tablier à poche qu'elle dit que Wheeler lui avait fait spécialement pour ses aventures de jardinage. Ils travaillèrent ensemble, creusant des trous, préparant la terre, plantant les fragiles semis. Il y avait quelque chose de profondément thérapeutique dans le travail, dans le contact avec la terre, dans le but partagé. « Comme ça ?» demanda Junie, montrant à Wheeler comment elle avait planté un des plants. « Parfait », répondit Wheeler, surprise par le naturel de l'éloge, comme si une partie d'elle se souvenait de ce que c'était d'être une mère, même si son cerveau n'en rappelait pas les détails. Ellis observait l'interaction avec un sourire retenu, se tenant légèrement en retrait, comme pour ne pas interrompre le lien délicat qui se formait entre la mère et la fille. Quand ils eurent fini, ils se tinrent tous les trois à regarder le parterre de fleurs renouvelées, de petites taches de bleu violacé contrastant avec la terre sombre. « Ça va être magnifique quand ça poussera », déclara Junie avec satisfaction. « Oui, ça le sera », acquiesça Wheeler, ressentant un étrange sentiment d'accomplissement. Ce n'était pas seulement le jardin qui était en train d'être replanté, réalisa-t-elle, c'était une vie entière. Ce soir-là, alors qu'elle aidait Junie à se préparer pour le lit, la fillette demanda timidement « Tu peux me chanter, comme tu faisais avant ?» Wheeler hocha la tête, s'asseyant sur le bord du lit. Elle prit une profonde inspiration et laissa la mélodie émerger naturellement. Pas de paroles, juste le doux fredonnement qui avait fait surface plus tôt. Junie sourit, les yeux lourds de sommeil. « Tu reviens », murmura-t-elle, déjà à moitié endormie. « Tu reviens vers nous. » Wheeler resta là longtemps après que Junie se fut endormie, regardant le visage paisible de l'enfant qui était sa fille. Une fille qu'elle ne se souvenait pas d'avoir élevée, mais dont le cœur répondait encore à sa voix, à sa présence. De petites connexions, des fils fragiles qui se tissaient à nouveau entre eux. C'était un début. Un début qui apportait de l'espoir, mais aussi des questions. Des questions sur l'accident, sur la peur, sur ce qui s'était vraiment passé dans ces derniers jours avant que le monde de tout le monde ne s'effondre. Des questions que Wheeler commençait à soupçonner être peut-être plus dangereuses que quiconque ne l'imaginait. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le retour de Wheeler à la maison. De petites routines commençaient à s'établir. Le petit déjeuner avec Junie avant l'école, Ellis partant au travail après avoir hésitamment embrassé le front de Wheeler, des promenades l'après-midi dans le quartier qu'elle ne reconnaissait pas mais que ses pieds semblaient connaître instinctivement. La maison ne semblait plus étrange, de petits objets évoquaient des sentiments familiers, même si ce n'étaient pas des souvenirs concrets.
Les médecins appelaient cela la mémoire implicite, le corps se souvenant de ce que l'esprit conscient avait oublié, comme ses doigts sachant exactement où trouver la cuillère en bois dans le tiroir de la cuisine, ou comment elle savait que la poignée de la porte de la salle de bain devait être tirée vers le haut tout en étant tournée. C'était un vendredi soir. Junie était déjà endormie, épuisée après une semaine d'école et l'excitation d'avoir sa mère de retour. Ellis et Wheeler étaient dans le salon, le silence confortable n'étant rompu que par le crépitement occasionnel du feu de cheminée. Wheeler regardait les flammes, hypnotisé par leurs mouvements sinueux. Les nuits étaient toujours plus difficiles. Pendant la journée, il y avait des distractions, des tâches ménagères, des rendez-vous chez le médecin, des interactions avec Junie. Mais la nuit, quand la maison devenait silencieuse, les questions sans réponse devenaient plus fortes dans son esprit. « À quoi tu penses ?» La voix douce d'Ellis la ramena au présent. Elle leva les yeux, croisant son regard. Il y avait quelque chose de si patient, si prudent dans la façon dont il la regardait, toujours attentif, ne demandant jamais plus qu'elle ne pouvait donner. « À tout et à rien », répondit Wheeler avec un petit sourire. À quel point c'est étrange de se sentir à la fois chez soi et comme une visiteuse. Ellis hocha la tête, compréhensif. Ça doit être déroutant. C'est comme se réveiller au milieu d'un film qu'on ne se souvient pas d'avoir commencé. Tous les autres personnages savent ce qui se passe, mais toi, tu essaies de tout reconstituer. Un silence s'installa entre eux, non pas inconfortable, mais chargé. Il y avait tant de questions non posées, tant de conversations reportées. Depuis le retour de Wheeler, il s'était concentré sur le présent, sur la réintégration, sur les aspects pratiques de la situation. Le passé, surtout le temps où ils étaient séparés, était rarement mentionné. « Ellis, » commença Wheeler, hésitante, « je peux te demander quelque chose. » « N'importe quoi, » répondit-il, se penchant légèrement en avant dans son fauteuil. « Tu ne m'as jamais demandé où j'étais pendant tout ce temps. Ce qui m'est arrivé après l'accident. » Son visage se tendit légèrement, une ombre passant sur ses yeux. « Je ne voulais pas te pousser. Je pensais que tu en parlerais quand tu serais prête. » Wheeler hocha la tête, appréciant sa considération, mais elle réalisa aussi le coût de ce silence, les questions non posées qu'elle voyait dans ses yeux quand il pensait qu'elle ne regardait pas. « Je ne me souviens pas de grand-chose, » commença-t-elle, les yeux retournant vers le feu. « Il y a un grand vide là où devrait être l'accident. Le premier souvenir clair que j'ai, c'est de me réveiller dans un hôpital à Millfield. »« Millfield » répéta Ellis, surpris. « C'est à plus de 150 km d'ici. » « Je sais. Les médecins là-bas ont dit qu'on m'avait trouvé sur le bord d'une route secondaire, inconsciente. Pas de portefeuille, pas de papier. » Elle marqua une pause, organisant les souvenirs fragmentés. J'avais une commotion cérébrale grave, quelques côtes cassées, et évidemment, je ne me souvenais de rien. Qui j'étais, d'où je venais. Ellis écoutait attentivement, le corps tendu comme si chaque mot était une petite aiguille. J'ai été à l'hôpital quelques semaines. Personne ne me cherchait. Sans assurance connue et sans identité, il ne pouvait pas me garder indéfiniment. Wheeler prit une profonde inspiration, arrivant à la partie la plus difficile. Quand j'ai été libéré, je n'avais nulle part où aller. Je ne savais pas qui j'étais, je n'avais pas d'argent, je n'avais rien. Ellis ferma les yeux un instant, la douleur évidente sur son visage. Pendant ce temps, j'étais ici, pensant que je t'avais enterré. La culpabilité dans sa voix était palpable. Wheeler tendit la main, touchant instinctivement son genou dans un geste réconfortant. « Ce n'était pas ta faute. Comment aurais-tu pu savoir ?» Ellis secoua la tête, incapable d'accepter l'absolution si facilement. « Continue, s'il te plaît. »« J'ai fini à la rue, » dit simplement Wheeler. « Au début, je dormais dans des refuges quand je pouvais avoir une place. Puis j'ai rencontré des gens, d'autres sans-abri, qui m'ont accueilli. Les souvenirs de cette période étaient vifs, contrastant avec le vide qui précédait l'accident. Elle se souvenait du froid mordant des nuits d'hiver, de l'état d'alerte constant, de son estomac criant famine. Il y avait un groupe, 3 personnes. Maria, Léo et un homme plus âgé que tout le monde appelait le capitaine, même si je doute que ce soit son vrai nom. Un triste sourire effleura ses lèvres. Ils m'ont trouvé dormant sur un banc de parc, grelottant de froid. Ils m'ont emmené dans leur campement sous un pont. Ils ont partagé le peu qu'ils avaient. Ellis écoutait en silence absolu, son visage un masque d'émotion contenue. Maria était la plus gentille. Elle m'a donné une couverture, sa seule couverture supplémentaire. Elle a dit que j'avais l'air d'une dame perdue. C'est comme ça qu'elle m'a décrite.
Wheeler sentit ses yeux se remplir de larmes au souvenir. Ce qui me dérangeait le plus, c'était de ne pas me souvenir de mon nom. Ils ont commencé à m'appeler Anne, parce que j'avais dit que je pensais que ça commençait par un A ou un. Une larme coula sur sa joue et elle l'essuya rapidement. J'avais faim, froid, peur, mais ils ont veillé sur moi quand j'en avais le plus besoin. On a formé une sorte de famille de fortune. La douleur sur le visage d'Ellis était presque insupportable à voir. Il tendit une main, hésitante, comme s'il voulait toucher le visage de Wheeler mais n'était pas sûr de le pouvoir. « Je suis tellement désolé, » murmura-t-il, la voix étranglée. « Pendant que j'étais ici, dans notre maison, avec nos affaires, je survivais, compléta doucement Wheeler. C'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? On survit à ce que la vie nous jette dessus. Ellis baissa la tête, les mains serrées en poing sur ses genoux. J'aurais dû chercher plus. Remettre les choses en question. Quelque chose. N'importe quoi. Comment aurais-tu pu savoir? Insista Wheeler. On m'a dit qu'il y avait un corps. Que tu l'as identifié. C'était toi, dit Ellis, la voix basse et intense. Où ça te ressemblait? L'accident était horrible. La voiture, elle était méconnaissable. Et le corps? Il s'interrompit, incapable de continuer. Alors comment pourrais-je être en vie? Demanda Wheeler, la question qui flottait entre eux depuis son retour. Ellis secoua la tête, confus. Je ne sais pas. C'est ce que j'essaie de comprendre depuis 2 semaines. J'ai parlé à la police, au médecin légiste. Personne n'a de réponse claire pour l'instant. Wheeler hocha la tête, traitant l'information. Comment ai-je atterri à Millfield, à des centaines de kilomètres? Comment ai-je survécu à un accident qui était censé me tuer? Rien de tout ça n'a de sens. On le découvrira, promit Ellis, lui prenant enfin la main. Le contact était réconfortant, ancrant. Wheeler regarda leurs mains jointes, sentant une connexion qui allait au-delà de la mémoire. « Comment es-tu arrivé ici ?» demanda Ellis après un moment. « De Millfield à notre ville. Je me suis juste déplacé, de ville en ville. En autostop quand je pouvais, en marchant quand je le devais. J'ai fait des petits boulots ici et là, laver la vaisselle, nettoyer des jardins, tout ce que je pouvais trouver. » Wheeler marqua une pause, se remémorant le voyage. « Je ne sais pas ce qui m'a amené dans cette direction. Peut-être qu'une partie de moi savait, même inconsciemment, que c'était là que je devais aller. » Ellis serra sa main légèrement. « Je suis si reconnaissant que tu aies retrouvé ton chemin. » Ils se regardèrent pendant un long moment, quelque chose de profond et d'innommable passant entre eux. Ce n'était pas exactement l'amour qu'ils avaient partagé auparavant, comment le pourraient-ils, alors que Wheeler ne s'en souvenait pas? Mais il y avait quelque chose là. Une connexion, une compréhension mutuelle que, malgré tout, ils appartenaient toujours l'un à l'autre d'une manière ou d'une autre. « Merci, dit finalement Wheeler. De m'avoir reprise. De me donner du temps. De ne pas exiger que je sois quelqu'un que je ne sais pas encore comment être. » Ellis secoua la tête, les yeux brillants d'une émotion contenue. « Tu seras toujours la bienvenue ici. Toujours. C'est ta maison, avec ou sans souvenir. » Cette nuit-là, après une conversation si chargée en émotions, Wheeler était allongé dans son lit ou la chambre d'amis, qu'Ellis avait insisté pour qu'elle occupe, lui laissant de l'espace. Malgré l'épuisement émotionnel, le sommeil tardait à venir. Son esprit était rempli d'images fragmentées, de visages sans nom, de voix sans corps. Quand elle s'endormit enfin, les rêves vinrent, intenses et vifs. Elle conduisait. La nuit était sombre, la route à peine éclairée. Ses doigts agrippaient le volant si fort que ses jointures étaient blanches. Son cœur battait à tout rompre, la peur coulant dans ses veines comme de la glace liquide. Il faut que je rentre à la maison. Il faut que j'aille voir Junie. Les phares d'une voiture derrière elle, trop proches, clignotant. Quelqu'un klaxonnant avec insistance. Il m'a trouvé. Comment m'a-t-il trouvé? Elle accéléra, le moteur protestant. La pluie se mit à tomber, les essuie-glaces balayant frénétiquement. Un visage dans le rétroviseur. Un visage qu'elle connaissait. Un visage qu'elle craignait. Tu ne peux pas fuir, Wheeler. Tu en sais trop. La voix semblait être à l'intérieur de la voiture avec elle, bien qu'elle sût que c'était impossible. La peur l'étouffait, l'empêchant de respirer, de penser. Un virage serré, apparaissant soudainement. Les roues glissant de ses mains. Le cri piégé dans sa gorge. Le monde tournant, du verre qui se brise, du métal qui se tord. Wheeler se réveilla avec un cri étouffé, assise droite dans son lit. Son corps entier tremblait, une sueur froide perlant dans son dos. Un instant,
elle fut désorientée, ne reconnaissant pas la pièce autour d'elle. La porte s'ouvrit brusquement. Ellis était là, le visage alarmé, ne portant qu'un pantalon de pyjama. « Wheeler ? Ça va ?» Il s'approcha prudemment, allumant la lampe à côté du lit. « Je t'ai entendu crier. » Elle ne pouvait pas parler. Les images du rêve, du souvenir étaient encore trop vives, la terreur encore trop réelle. Son corps tremblait de manière incontrôlable. Ellis s'assit sur le bord du lit, gardant une distance respectueuse mais assez proche pour offrir du réconfort. « C'était un cauchemar ?» demanda-t-il doucement. Wheeler secoua la tête, essayant de trouver sa voix. « Pas juste un cauchemar. Un souvenir, je crois. » Ellis attendit patiemment qu'elle reprenne son calme, prenant plusieurs profondes inspirations. « Je conduisais », commença-t-elle finalement, la voix tremblante. C'était la nuit, il pleuvait. J'avais si peur, Ellis. Si peur. Il fronça les sourcils, inquiet. De l'accident ? Pas seulement de l'accident. De quelqu'un. Wheeler ferma les yeux, essayant de saisir les détails fugaces du rêve. Quelqu'un me suivait. Un homme. Je le connaissais, et j'avais peur de lui. Ellis devint très immobile. Tu te souviens de qui c'était ? Wheeler se pressa les tempes, frustré par les lacunes de sa mémoire. Je n'arrive pas à voir le visage clairement. Mais la voix était familière. Et il a dit ? Elle s'arrêta, la phrase résonnant dans son esprit. Tu en sais trop. Qu'est-ce qu'il a dit, Wheeler ? Pressa doucement Ellis. Que j'en savais trop. Elle ouvrit les yeux, croisant son regard. Ellis, je ne pense pas que c'était juste un accident. Je pense que quelqu'un me poursuivait. Quelqu'un que tu connaissais ? Un ancien partenaire, peut-être ? Quelqu'un lié à toi ? Le visage d'Ellis devint visiblement pâle, même dans la douce lumière de la lampe. Un muscle se contracta dans sa mâchoire. « Michael » murmura-t-il, presque pour lui-même. « Qui est Michael » demanda Wheeler, le nom envoyant un frisson de reconnaissance dans sa colonne vertébrale, bien qu'elle ne puisse pas le relier à un visage. Ellis passa une main dans ses cheveux, visiblement perturbée. « Michael Garner. Mon ancien associé au cabinet d'architecture. Nous avons eu une grosse dispute quelques mois avant ton accident. » « Quel genre de dispute ?» Ellis hésita, comme s'il pesait ses mots. « J'ai découvert qu'il détournait des fonds d'un projet majeur. Je l'ai confronté, j'ai menacé de le dénoncer. Ça a été moche. Il m'a menacé, puis a essayé de m'accuser des mêmes crimes. »« Et je savais ça ?» demanda Wheeler, essayant de relier les points. « Oui. Tu étais avec moi quand j'ai découvert les irrégularités. En fait, c'est toi qui l'as remarqué en premier, avec ta formation en comptabilité ?» Ellis s'arrêta, réalisant qu'il fournissait des informations dont elle ne se souvenait pas. « Désolé. Oui, tu savais. Et il savait que tu savais. » Un frisson parcourut le corps de Wheeler. Dans le rêve, le souvenir, j'essayais de rentrer à la maison. D'aller voir Junie. J'étais désespéré. Ellis lui prit la main, la serrant doucement. « De quoi d'autre te souviens-tu ? » Le virage. La voiture qui dérape. Le monde qui tourne. Wheeler prit une profonde inspiration tremblante. Après ça, rien. Juste l'obscurité. Tu penses que ? Commença Ellis, puis s'arrêta, comme si l'idée était trop terrible pour être formulée. Qu'il a causé l'accident ? Je ne sais pas. Peut-être. Wheeler regarda Ellis, la prise de conscience la frappant de plein fouet. Mais ça expliquerait tout, n'est-ce pas ? S'il pensait que j'étais morte dans l'accident, il n'aurait eu aucune raison de chercher plus loin. Et peut-être que le corps, peut-être que ce n'était pas censé être moi. L'implication flotta lourdement entre eux. Si l'accident n'en était pas un, mais une tentative pour la faire taire, alors qui était la personne qu'Ellis avait identifiée comme sa femme ? Une victime innocente, au mauvais endroit au mauvais moment. Nous devons parler à la police, dit finalement Ellis, la voix ferme malgré la pâleur de son visage. Première heure demain. Ça change tout. Wheeler hocha la tête, se sentant à la fois soulagé d'avoir retrouvé un morceau si important de sa mémoire et terrifié par les implications. Si sa théorie était correcte, elle n'avait pas seulement subi un accident et perdu la mémoire. Elle avait été la cible de quelque chose de bien plus sinistre. « Tu penses que je suis toujours en danger ?» demanda-t-elle doucement. Ellis serra sa main plus fort. « Je ne sais pas. Mais je ne laisserai rien t'arriver. Plus jamais. » Le silence s'installa entre eux, lourd de tout ce qu'ils avaient découvert et de tout ce qu'ils ne savaient pas encore.
Wheeler regarda leurs mains jointes, sentant la chaleur réconfortante de la sienne. « Tu peux rester ?» demanda-t-elle doucement. « Juste jusqu'à ce que je me rendorme. Je ne veux pas être seule en ce moment. » Ellis hocha la tête, se déplaçant pour s'asseoir à côté d'elle, le dos contre la tête de Lee, tenant toujours sa main. « Je suis là, murmura-t-il. Je ne vais nulle part. » Wheeler se rallongea, la tête sur l'oreiller, les yeux lourds d'épuisement émotionnel. Elle se sentait étrangement plus calme maintenant, malgré les révélations troublantes. Il y avait quelque chose de réconfortant à avoir enfin un aperçu de la vérité, aussi effrayante soit-elle. Alors qu'elle s'endormait, tenant toujours la main d'Ellis, une pensée persistait. Le puzzle de son passé commençait enfin à prendre forme, mais les pièces qui émergeaient révélaient une image bien plus sombre que quiconque aurait pu l'imaginer. La visite au poste de police avait été épuisante. Des heures de déposition, de questions répétitives, de regards sceptiques de la part des inspecteurs. La théorie selon laquelle l'accident de Wheeler aurait pu être une tentative délibérée de la faire taire fut accueillie avec une prudence professionnelle. Sans preuve concrète au-delà des souvenirs fragmentés d'une femme amnésique, les officiers promirent d'enquêter mais offrirent peu d'espoir. Michael Garner, l'ancien associé d'Ellis, avait quitté la ville plus d'1 an auparavant, peu de temps après l'accident supposément mortel de Wheeler. Coïncidence ou fuite calculée? La police essayait maintenant de le localiser, mais le processus serait lent. 3 jours s'étaient écoulés depuis cette nuit de révélation. Ellis était retourné au travail, bien qu'il soit réticent à laisser Wheeler seul. Il avait installé un nouveau système de sécurité dans la maison et passait de fréquents appels pendant la journée pour prendre de ses nouvelles. L'inquiétude était compréhensible, mais Wheeler se sentait étouffé par l'anxiété qui imprégnait maintenant la maison. Ce jeudi après-midi, avec Ellis au travail et Junie à l'école, Wheeler décida d'utiliser le temps seul pour explorer la maison plus en profondeur, non pas comme une visiteuse prudente, mais comme quelqu'un de déterminé à se reconnecter avec l'espace qu'elle avait autrefois appelé son foyer. Elle commença par la chambre principale, qu'Ellis occupait toujours seule. Elle se sentit un peu comme une intruse en ouvrant les tiroirs et les placards, mais le besoin de comprendre son passé l'emportait sur le malaise. Dans le placard, elle trouva une section de vêtements pour femmes, encore intacte. Ses robes, chemisiers, pantalons, soigneusement pliés. Ellis avait tout gardé exactement comme elle l'avait laissé. Wheeler passa ses doigts sur les tissus, espérant un flash de mémoire, une connexion émotionnelle à ces pièces qu'elle était censée avoir choisies et portées. Rien ne vint, sinon un vague sentiment de familiarité avec un cardigan bleu marine qu'elle sortit instinctivement du cintre et enfila par-dessus son t-shirt. Dans le bureau, elle examina de plus près la bibliothèque. De nombreux livres avaient de petits post-it marquant des pages ou des passages. Elle reconnaissait l'écriture d'Ellis, mais il y en avait aussi une autre, plus arrondie, plus fluide. La sienne, présumait-elle. Cette partie m'a rappelé notre premier rendez-vous. Tu dois lire ce chapitre. Des conversations parfaitement décrites dans les marges des livres, un dialogue silencieux entre 2 personnes qui partageaient non seulement une maison, mais des pensées, des observations, des découvertes. Dans la cuisine, elle ouvrit chaque armoire, chaque tiroir, laissant ses doigts la guider. Elle constata qu'elle savait exactement où trouver la poêle parfaite pour les œufs brouillés, bien qu'elle ne se souvienne pas avoir jamais cuisiné dans cette cuisine. La mémoire musculaire, avait expliqué le docteur Chen. Le corps se souvient même quand l'esprit oublie. C'est dans le salon qu'elle fit la découverte. En examinant un meuble encastré, derrière des albums photos et des jeux de société, Wheeler trouva une boîte à chaussures décorée d'autocollants colorés et de paillettes. Son nom était écrit sur le couvercle avec des lettres enfantines soigneusement dessinées, pour maman. Privé. Wheeler emporta la boîte sur le canapé, s'asseyant avec elle sur ses genoux. Elle hésita avant de l'ouvrir, sentant qu'elle était sur le point d'assister à quelque chose d'intensément personnel. Soigneusement, elle retira le couvercle. À l'intérieur, des dizaines de morceaux de papier pliés remplissaient la boîte à ras-bord. Des dessins, des cartes faites à la main, de petits mots écrits au crayon de couleur. Wheeler prit le premier papier du dessus et le déplia. C'était un dessin d'une femme aux cheveux longs tenant la main d'une petite fille. Des cœurs rouges flottaient autour d'elle. En bas, en lettres maladroites, pour maman, avec amour de Junie. Wheeler sentit une boule dans sa gorge en prenant un autre papier. Celui-ci était une carte en papier de construction bleu avec des étoiles découpées collées dessus. À l'intérieur, Junie avait écrit « Chère maman, aujourd'hui j'ai eu un A+ en maths. Je voulais te le dire. J'espère que tu es fière. Je t'aime tellement. » Les mains légèrement tremblantes, Wheeler continua d'examiner le contenu de la boîte.
Chaque papier racontait une petite histoire, un moment, une pensée que Junie avait voulu partager avec la mère qu'elle croyait avoir perdue pour toujours. Maman, aujourd'hui le ciel était de ton bleu préféré. J'ai senti ton odeur sur ton oreiller aujourd'hui. Papa a dit que c'était juste mon imagination, mais je sais que non. J'ai rêvé de toi la nuit dernière. On faisait des biscuits. J'étais heureuse en me réveillant. Puis j'étais triste en me souvenant. Des larmes silencieuses commencèrent à couler sur le visage de Wheeler alors qu'elle lisait message après message. Certains étaient joyeux, partageant des réussites ou des moments amusants. D'autres étaient d'une tristesse dévastatrice, révélant la profondeur de la douleur de la petite fille. Un dessin en particulier la fit s'arrêter. Il montrait une silhouette féminine parmi les nuages, regardant en bas une maison où une fille et un homme se tenaient côte à côte, se tenant la main. Au-dessus de la maison, en grosses lettres, « Tu nous manques tous les jours ». Cette boîte était un journal de deuil, un canal de communication à sens unique que Junie avait créé pour faire face à l'absence de sa mère. C'était comme si, à travers ces lettres, la fillette gardait Wheeler en vie, poursuivant la relation même lorsqu'elle croyait que sa mère n'existait que comme une étoile lointaine dans le ciel, comme elle l'avait un jour mentionné. Wheeler ne sut pas combien de temps elle resta assise là, absorbant ces fragments de l'âme de sa fille. Elle était si absorbée par les lettres qu'elle n'entendit pas la porte d'entrée s'ouvrir. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Wheeler leva les yeux, surprise de voir Junie debout à l'entrée du salon, son sac à dos encore sur le dos. Elle avait été si concentrée qu'elle n'avait pas vu l'heure passer. Junie, elle regarda les lettres éparpillées autour d'elle, se sentant soudainement coupable. J'ai trouvé cette boîte. Je suis tellement désolée si je n'aurais pas dû l'ouvrir. Junie s'approcha lentement, les yeux fixés sur les lettres. Elle ne semblait pas en colère, juste hésitante. Ce sont mes lettres pour toi, dit-elle simplement. Wheeler hocha la tête, essuyant les larmes de son visage. Elles sont magnifiques, Junie. Toutes. La fillette haussa les épaules, mais il y avait une vulnérabilité dans ses yeux qui brisa le cœur de Wheeler. Tu écrivais ça tout le temps, demanda doucement Wheeler, tenant une des lettres les plus récentes, datée d'accent grave peine un mois. Junie hocha la tête, regardant ses propres pieds. C'était la seule façon de te parler. La simplicité de la déclaration, la vérité brute et douloureuse qu'elle contenait, frappa Wheeler avec une force dévastatrice. Cet enfant, privé de sa mère si tôt, avait créé un rituel pour maintenir le lien, pour continuer la conversation même lorsqu'elle croyait qu'il n'y avait personne à l'autre bout pour l'écouter. Sans réfléchir, Wheeler ouvrit les bras. Junie n'hésita qu'une seconde avant de s'avancer et de se laisser envelopper dans une étreinte serrée. Wheeler sentit le petit corps de sa fille trembler contre le sien, et elle réalisa qu'elles pleuraient toutes les deux en silence. Aucun mot n'était nécessaire à ce moment-là. L'étreinte disait tout, le deuil partagé pour le temps perdu, le soulagement d'être à nouveau ensemble, la fragilité du lien qu'elles reconstruisaient jour après jour. Quand elles se séparèrent enfin, Wheeler garda ses mains sur les épaules de Junie, la regardant dans les yeux. « Merci, dit-elle, la voix étranglée. « Pourquoi ?» demanda Junie, essuyant ses larmes avec la manche de son manteau. « De ne pas avoir abandonné. De continuer à me parler même quand tu pensais que je ne pouvais pas t'entendre. » Un petit sourire apparut sur le visage de Junie. « Papa a dit que les gens qu'on aime ne nous quittent jamais vraiment. Qu'il y a toujours une connexion. »« Ton père est un homme sage, » répondit Wheeler, ressentant une vague de gratitude pour Alice, pour la douceur avec laquelle il avait aidé Junie à surmonter sa perte. Junie regarda les lettres étalées sur le canapé. « Tu peux les garder si tu veux. Maintenant que tu es vraiment là, je n'ai plus besoin d'écrire. » Wheeler sentit ses yeux se remplir à nouveau de larmes. « Je les chérirai toutes. Mais tu sais quoi ? Je pense que tu devrais continuer à écrire. »« Pourquoi ? Tu es là maintenant. » »« Oui, je le suis. Mais écrire est une façon spéciale de parler. Parfois, on dit des choses sur papier qu'on ne peut pas dire à voix haute. » Wheeler ramassa une des lettres, un dessin coloré de deux silhouettes se tenant la main sous un arc-en-ciel. « Et j'adorerais te répondre. » Les yeux de Junie s'écarquillèrent, un mélange de surprise et d'espoir. « Vraiment ? Vraiment. On peut avoir notre propre petite boîte aux lettres. Qu'en dis-tu ? » Le sourire de Junie s'élargit, illuminant tout son visage. « Je peux commencer aujourd'hui ? J'ai tellement de choses à te dire. »« Bien sûr que tu peux. Mais d'abord, que dirais-tu d'un encas ? Tu dois avoir faim après l'école. » Alors qu'elle préparait des sandwichs ensemble dans la cuisine, Wheeler remarqua que Junie semblait plus légère, plus animée.
C'était comme si la découverte des lettres, au lieu d'être une invasion de sa vie privée, avait été un soulagement. Enfin, ces mots, gardés si longtemps dans une boîte silencieuse, avaient trouvé leur destinataire. Ce soir-là, en aidant Junie avec ses devoirs, Wheeler remarqua que la fillette semblait pâle et agitée. « Ça va, ma chérie ?» demanda-t-elle, touchant le front de sa fille du dos de sa main. « Tu me sembles chaude. » Junie hocha la tête, mais ses yeux semblaient fatigués. « J'ai un peu mal à la gorge. » Sans une seconde de réflexion, Wheeler passa à l'action. Elle envoya Junie au lit, prit le thermomètre dans le tiroir de la salle de bain, sachant exactement où il se trouvait bien qu'elle ne se souvienne pas l'avoir jamais utilisé, et prépara du thé avec du miel et du citron dans les proportions exactes que ses mains semblaient connaître. Elle s'assit sur le bord du lit, plaçant une compresse fraîche sur le front de sa fille pendant qu'elle sirotait le thé à petites gorgées. « Tu fais exactement comme avant », commenta Junie, la voix rauque. « Le thé est parfait. » Wheeler sourit, ajustant les couvertures autour de la fillette. Il semble que certaines choses, le corps ne les oublie pas. Junie l'observa avec ses grands yeux perspicaces qui semblaient voir bien plus qu'un enfant ne le ferait normalement. « Je crois que tu te souviens de moi, maman, » dit-elle doucement, la voix lourde de sommeil et de fièvre. « Même si tu ne le sais pas encore. » Les mots, si simples et si profonds, touchèrent quelque chose au plus profond de Wheeler. Peut-être que Junie avait raison. Peut-être qu'au-delà des souvenirs conscients, au-delà des flashs et des aperçus qui faisaient parfois surface, il y avait un type de souvenir plus profond. Celui gravé non pas dans l'esprit, mais dans le cœur. Alors que Junie s'endormait sous ses soins, Wheeler resta assise à côté d'elle, les lettres de la boîte résonnant dans son esprit. Tous ces mots qu'elle n'avait pas pu entendre, tous ces messages envoyés dans le vide. Et maintenant, enfin, elle était là pour écouter, pour répondre. Le silence avait été rompu. Les voix, celles de Junie dans ses lettres, celles de Wheeler dans ses soins instinctifs, se rencontraient enfin dans un dialogue qui transcendait les mots et les souvenirs. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la fièvre de Junie. Le mal de gorge s'était rapidement estompé sous les soins méticuleux de Wheeler, qui surprenait tout le monde, et surtout elle-même, par le naturel avec lequel elle assumait le rôle maternel, même sans souvenir concret pour la guider. C'était un samedi après-midi tranquille. Ellie s'était allée au bureau pour régler quelques affaires en suspens, promettant d'être de retour pour le dîner. Wheeler et Junie profitaient du temps seuls pour ranger la chambre de la fillette, un projet que celle-ci avait suggéré avec un enthousiasme évident. « On commence par le placard ou le coffre à jouets ?» demanda Wheeler, observant la chambre colorée qui, bien que raisonnablement organisée, montrait des signes évidents d'appartenir à une enfant de 8 ans avec plus d'intérêt que d'espace pour les accommoder. « Le coffre » décida promptement Junie. « Il y a plein de choses que je n'utilise même plus. On pourra trier pour donner. » Wheeler sourit, touché par la générosité de la fillette. Ensemble, elles tirèrent le grand coffre en bois peint au centre de la pièce et ouvrirent le couvercle. À l'intérieur, des années d'enfance étaient conservées par couches, les jouets plus récents sur le dessus, les reliques d'une Junie plus jeune calées au fond. Méthodiquement, elles commencèrent à vider le contenu, créant des piles, à garder, à donner, à réparer. Junie narrait des histoires pour chaque objet significatif, la poupée reçue pour son 6e anniversaire, le dinosaure en peluche qui l'accompagnait à chaque rendez-vous chez le médecin, le kaléidoscope qu'Ellis avait ramené d'un voyage d'affaires. Au fond du coffre, parmi des blocs de bois colorés et des voitures miniatures, Wheeler trouva une petite boîte en velours bleu foncé, du genre qui contient habituellement des bijoux. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en ramassant la petite boîte. Junie, qui organisait des livres de coloriage, se retourna rapidement. Quelque chose dans son expression changea, un éclair d'appréhension suivi d'un sérieux inhabituel pour son âge. « C'est à toi » dit-elle simplement en s'approchant. Wheeler fronça les sourcils, confuse, et ouvrit lentement la boîte. À l'intérieur reposait un délicat pendentif en argent en forme d'arbre de vie, suspendu à une fine chaîne. La pièce scintillait sous la lumière du soleil qui filtrait par la fenêtre. « C'est magnifique » commenta Wheeler en le sortant de la boîte. Le poids de l'objet dans sa main était curieusement familier. « Pourquoi est-il dans ton coffre à jouets ?» Junie se mordit la lèvre inférieure. « Je l'ai pris dans ta boîte à bijoux, après que tu sois parti, » avoua-t-elle. « Papa ne le sait pas. Tu le portais tous les jours. » Wheeler tenait le pendentif par sa chaîne, le regardant tourner lentement, capturant et reflétant la lumière. Il y avait quelque chose de profondément familier dans cet objet, au-delà de sa beauté intrinsèque. Le poids spécifique contre sa paume, le motif des branches délicatement ouvragées dans l'argent.
C'est alors que c'est arrivé. Comme un éclair dans un ciel serein. Le premier souvenir la frappa de plein fouet. Élise, souriant nerveusement, lui tendant un petit paquet. Joyeux 5e anniversaire de mariage, mon amour. Ses propres doigts déballant le cadeau, la surprise et la joie en voyant le pendentif pour la première fois. Élise, c'est parfait. Un arbre de vie pour notre petite famille, compléta-t-il en l'aidant à mettre la chaîne. Il y a 3 branches principales. Toi, moi et Junie. Le souvenir était si vif que Wheeler pouvait sentir le parfum qu'elle portait ce soir-là, entendre la douce musique qui jouait en fond, sentir le contact doux des doigts d'Élise sur son cou. Un autre souvenir suivit immédiatement. Junie, plus petite, peut-être 5 ans, assise sur ses genoux pendant un orage. De petits doigts jouant avec le pendentif alors que Wheeler essayait de la distraire du tonnerre. « Pourquoi tu portes ça tous les jours, maman ?»« Parce que ça me rappelle qu'on est toujours connectés, même quand on est séparés. Comme les racines de cet arbre, notre famille est toujours ensemble, quoi qu'il arrive. » Wheeler eut le souffle coupé, sa main libre volant vers sa poitrine. Les souvenirs ne venaient plus comme des flashs isolés, mais comme un flot incontrôlable. Une vanne s'était ouverte dans son esprit, et maintenant tout, absolument tout, revenait d'un seul coup. Le jour où elle avait rencontré Élise à la bibliothèque de l'université, trébuchant littéralement sur ses pieds. Leur premier baiser sous la pluie sur le campus. La demande en mariage maladroite pendant un pique-nique écourté par une averse. La découverte de sa grossesse, le mélange de peur et de joie. La naissance de Junie après 18 heures de travail. Premier pas, premier mot, premier jour d'école. Des années entières de vie se déroulèrent dans son esprit comme les pages d'un livre qu'on feuillette à toute vitesse, mais avec chaque détail parfaitement clair. Chaque Noël, chaque anniversaire, chaque dispute et réconciliation, chaque moment banal et extraordinaire qu'elle avait partagé avec sa famille. Et puis, les derniers souvenirs. La découverte de la fraude au cabinet, Élise confrontant Michael, les menaces grandissantes, la peur, la décision d'emmener Junie chez sa grand-mère jusqu'à ce que tout se calme. La poursuite sur la route pluvieuse. Le crash. L'impact des souvenirs fut aussi physique qu'émotionnel. Wheeler ne réalisa pas qu'elle était tombée à genoux sur le tapis, serrant toujours fermement le pendentif, des larmes coulant librement sur son visage. Son corps entier tremblait. « Maman !» La voix inquiète de Junie la ramena partiellement au présent. La fillette était agenouillée à côté d'elle, les yeux écarquillés d'alarme. « Ça va ? Tu veux que j'appelle papa ?» Wheeler regarda sa fille. Sa fille. Et maintenant, elle la voyait vraiment, pour la première fois depuis son retour. Non pas comme une enfant qu'elle devait apprendre à connaître, mais comme l'extension de son propre cœur, le petit être qu'elle avait porté, aimé et protégé dès le premier instant. « Junie », murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Ma Junipé ». Les yeux de la fillette s'écarquillèrent encore plus, une compréhension progressive naissant sur son visage, suivie d'un espoir si intense qu'il était presque douloureux à voir. « Tu t'es souvenu ?» demanda Junie d'un filet de voix. Wheeler hocha la tête, incapable de parler un instant, d'autres larmes débordant. Elle ouvrit les bras et Junie se jeta dedans, sanglotant contre sa poitrine. « Je me souviens de tout, mon amour », réussit enfin à dire Wheeler en serrant sa fille contre elle. « De toi, de papa, de notre vie. » Elles restèrent ainsi longtemps, enlacées sur le sol de la chambre, entourées de jouets, pleurant ensemble des larmes de soulagement, de joie, de deuil pour le temps perdu qu'elles ne pourraient jamais récupérer. Quand elles se séparèrent enfin, Junie regarda le pendentif toujours dans la main de Wheeler, les yeux rouges et gonflés. « J'ai gardé ce pendentif avec moi parce que c'était ton préféré, dit-elle. Je pensais que comme ça, tu étais près de moi. » Wheeler sentit son cœur se serrer d'une nouvelle vague d'émotions. « Tu t'es souvenu de ce que je disais toujours à son sujet. » Junie hocha la tête, un petit sourire apparaissant à travers ses larmes. « Con d'un arbre. » Wheeler compléta en caressant le visage de sa fille. « Je peux te le mettre maintenant ?» demanda timidement Junie. « Pour qu'il rentre à la maison aussi. » J'adorais. Avec des mains petites mais déterminées, Junie prit le pendentif, ou en se concentrant intensément, réussit à attacher le délicat fermoir autour du cou de Wheeler. Le poids familier contre sa poitrine fut comme la dernière pièce s'emboîtant dans le puzzle de son identité. Élise rentra à la maison plus tôt que prévu. Quelque chose dans le ton du SMS de Junie « Rentre vite papa ». Il s'est passé un truc super important l'avait rendu anxieux. Au cours des derniers mois, il avait appris à craindre les surprises. Il ouvrit la porte d'entrée précipitamment, les appelant.
Le bruit de pas rapide fut suivi de l'apparition de Wheeler dans le couloir. Il suffit d'un regard pour qu'Elise sache qu'il y avait quelque chose de différent chez elle. Dans sa posture, son expression, la lumière dans ses yeux. Ce n'était plus le regard doux mais distant de la femme qui était revenue parmi eux. C'était Wheeler. Sa Wheeler entière. Elise, dit-elle, son nom rempli de reconnaissance et d'amour. Wheeler, répondit-il, presque à bout de souffle, ayant peur d'y croire. Elle courut vers lui, jetant ses bras autour de son cou. Je me souviens, Elise. Je me souviens de tout. De nous. Elise sentit ses genoux faiblir. Il la serra fort, enfouissant son visage dans ses cheveux, les larmes qu'il ne savait même pas retenir se libérant enfin. Junie les rejoignit, enroulant ses bras autour de leur taille, formant un cercle parfait. La famille, à nouveau complète. Plus tard, après qu'ils eurent tout expliqué, après avoir appelé le docteur Chen pour partager la nouvelle extraordinaire, après avoir célébré avec un dîner improvisé mais festif, Elise et Wheeler trouvèrent un moment seuls sur le porche. Junie s'était enfin endormie, mais pas avant d'avoir fait promettre à plusieurs reprises à Wheeler qu'elle serait là le matin. « Je n'arrive toujours pas à y croire », dit doucement Elise, lui tenant la main. « Après vous ?»« Je sais », répondit Wheeler en touchant le pendentif à son cou. « Parfois, l'univers a d'étranges façons de fonctionner. »« Je suis tellement désolé, » dit-il, la culpabilité évidente dans sa voix. « De ne pas t'avoir trouvé plus tôt. Pour tous ces mois que tu as passés ?» Wheeler posa doucement un doigt sur ses lèvres. « Non, Elise. Plus de culpabilité. Il n'y avait aucun moyen de savoir. Tu pensais que j'étais morte. Tu m'as vue morte. Mais ce n'était pas toi, insista-t-il. Et comment aurais-tu pu le savoir ? Wheeler lui prit le visage entre ses mains. L'important, c'est que nous avons retrouvé notre chemin l'un vers l'autre. Contre toute attente. Elise hocha la tête, recouvrant ses mains des siennes. Nous avons encore beaucoup à affronter. Michael, le processus légal, expliqué à tout le monde. Et nous l'affronterons ensemble, affirma-t-elle simplement. Comme nous l'avons toujours fait. Le lendemain matin, après une nuit où ils dormirent enfin dans la même chambre, il n'y avait pas de passion, juste le confort d'être à nouveau ensemble. Wheeler annonça qu'elle voulait emmener Junie à l'école. « Tu es sûr ?» demanda Elise, l'inquiétude évidente sur son visage. « C'est ton premier jour entier. »« Absolument, » sourit Wheeler. « Je veux retrouver notre vie, Elise. En commençant maintenant. » Alors ils étaient là, tous les trois, debout près du portail de la maison, prêts à prendre leur chemin séparés. Il y eut une hésitation momentanée, un reste de peur. Et si quelque chose arrivait à nouveau ? On sera de retour pour le déjeuner, promit Wheeler, reconnaissant l'appréhension dans ses yeux. Elise hocha la tête, se forçant à sourire. J'attendrai. Junie tenait fermement la main de Wheeler alors qu'elle descendait le trottoir. Elise resta au portail, les regardant. Les deux amours de sa vie, à nouveau ensemble. Wheeler se retourna une dernière fois, lui souriant. Et dans ce sourire, il y avait tout, la compréhension, le pardon, l'amour, un avenir. Elise ferma le portail et rentra à l'intérieur, un vrai sourire se formant enfin sur son visage. Ce n'était pas un redémarrage rapide ou facile. La route à venir serait encore semée d'embûches, problèmes juridiques, traumatismes psychologiques, réajustement à une vie normale. Mais c'était un vrai commencement. L'amour avait vaincu le temps, la douleur et l'oubli. Et ça, Elise le savait en se préparant pour une nouvelle journée, c'était tout ce qui comptait vraiment. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de monde. À la prochaine.